Jean-François, vous êtes le parrain de notre 30e édition d'Air Expo et donc on vous remercie de nous accorder un petit instant pour une interview cet après-midi. Donc on va vous poser quelques questions sur vos débuts, votre carrière, votre statut actuel et puis on va un petit peu parler aussi d'Air Expo. Eh ben c'est parti, faisons ça. Ouais, nous sommes très curieux, on aimerait surtout savoir comment tout a commencé quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez notre âge, 20 ans, 21 ans. Comment vous est venue cette passion pour l'aéronautique et comment on vous a amené ou vous avez pu vous orienter vers le métier de pilote de chasse? Alors moi ça vient bien avant l'âge de 20 ans en fait. D'aussi loin que je puisse me souvenir, la passion du vol, la passion de la sensation du vol vient d'un rêve que j'ai fait lorsque j'avais 2 ans et demi ou 3 ans. Ça paraît étonnant parce que théoriquement on n'est pas censé se souvenir de ce genre d'expérience à cet âge-là, mais moi je sais, j'en ai parlé avec mes parents, puis je me souviens tellement bien de ce rêve et du contexte dans lequel je l'ai fait qu'on remonte jusqu'à 2 ans et demi ou 3 ans. Et dans ce rêve, je marchais sur une plage, j'habitais en Tunisie à l'époque. Et la plage c'était une activité assez courante dans les années 70. Et on était seuls sur les plages et dans mon rêve je marchais sur la plage et je trouvais une espèce de forme en bois, ça ressemblait à la lettre A. Et je me saisissais de cette lettre, je courais, je m'allongeais dessus, et là, à partir de là, je pouvais décoller et évoluer au-dessus de l'eau, pas très haut d'ailleurs. Et je me rappelle bien cette sensation anticipée du vol. Je connaissais pas le vol, hein, et je dois admettre que le rêve a des vertus quand même créatives certaines. Parce que lorsque j'ai ensuite appris à voler, et notamment vers la fin de ma carrière, maintenant je retrouve exactement les sensations que j'ai eues il y a 40 ans de ça, à peu près, 43 ans. D'accord, excellent. Et donc de là, vos études, vous les avez directement orientées vers l'aéronautique? À partir de là, j'ai vraiment été focalisé sur ces sensations, à tel point que j'en ai parlé après avec mon préparateur mental actuel. J'avais développé dès l'âge de 8-9 ans la notion de tout seul, j'avais inventé ça tout seul pour moi-même, la notion d'image de détente et des images dont je me servais pour m'endormir. C'est toujours la même, c'était quelque chose qui reproduisait les sensations que j'avais eues dans ce rêve. Et mon image de détente, que je faisais quasiment tous les soirs en espérant rêver pendant la nuit et que j'irais voler, c'était quelque chose dans le style, je me baladais sur une falaise dans un pays qui aurait très bien pu être le Canada, que je connaissais pas, mais vous voyez, une grande falaise très boisée, avec un beau lac bleu en dessous. Et je me jetais dans le vide et survolais tout ça. Et voilà. Ensuite, bon, après, j'ai fait voler toutes sortes de choses, hein, des maquettes, J'ai jamais fait de modélisme, j'ai toujours fabriqué des petits engins volants très improvisés. J'ai gagné pas mal de bières au lycée en prouvant que je pouvais faire voler un stylo, un crayon à papier. Les gens sont toujours incrédules, mais grâce à l'effet Magnus, que vous connaissez sans doute, j'arrivais à faire voler un crayon à papier et un autre stylo d'une marque que je ne nommerai pas. J'arrivais à lui faire un tour complet pour revenir sur moi. Donc je vous montrerai si vous êtes Excellent. Et voilà. Et puis j'ai toujours, je pense que dès l'âge de... je savais que je serais pilote environ à 10-11 ans. Mes études ont été assez rapides et orientées dans ce but-là. En entrant en seconde, j'étais allé chercher le dépliant, j'étais allé me renseigner au bureau Air Information. J'avais le dépliant sur la carrière DOPN et à partir de là, j'ai passé mon bac et dans la foulée, je me suis engagé. D'accord, et pourquoi le domaine militaire plutôt que le civil? Parce que j'étais orienté vers je dirais pas le côté intéressant du vol, mais il me semblait qu'à l'époque, que voler de manière intéressante, c'était voler pour l'armée. Parce que moi, je voulais voler dans toutes les positions, en haut, la tête en bas, faire des virages serrés, avec des machines qui poussent, qui soient très puissantes. Donc, j'ai jamais dénigré le pilotage de transport, c'est juste que ça m'intéressait pas. Je pense qu'on a des inclinations, si ça se dit, naturelles vers tel ou tel domaine. Exactement. Moi, c'était le vol à sensation, donc l'avion de chasse plutôt que l'avion de transport, mais sans vraiment... tout au long de ma carrière ensuite, pendant ma formation de chasseur,
je n'ai absolument pas regardé le transport avec un mauvais œil. Au contraire, je me suis dit, je tente la chasse. Si jamais je l'ai pas, peut-être que j'aurai le transport, l'hélico, mais sans me poser de questions. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, le côté militaire vous a jamais dérangé Le côté militaire m'a dérangé beaucoup. D'accord. Avant. Oui, parce que vous savez, je suis issu d'une famille d'enseignants. L'enseignant et l'armée, ça fait pas bon ménage, donc j'ai pas eu une bonne pub de l'armée pendant assez longtemps. Mais néanmoins, c'était quand même des parents assez éclairés qui connaissaient les problèmes du monde. Et puis moi, surtout au lycée, lorsque j'ai commencé à bien... C'est au lycée qu'on est confronté à l'histoire intéressante et tous les problèmes humains. À cette époque, je me souviens avoir changé mon point de vue sur l'armée et m'être dit que finalement, une armée dans un pays comme le nôtre, c'était un organe tout à fait indispensable. Malheureusement, peut-être, parce que c'est toujours malheureux de devoir s'armer, mais on n'est pas assez sage encore pour pouvoir s'en passer. Et de toute façon, le fait de se constituer en force armée ou en force tout simplement, c'est un comportement naturel de l'homme ou un comportement naturel de l'animal social et pour l'instant on en est là, donc ça m'a pas trop posé de problème, ça a fini par plus m'en poser du tout d'ailleurs. Au regard de la politique d'emploi de nos forces, lorsque j'y étais, il n'y avait pas de contradiction majeure. D'accord. Et j'imagine que durant vos études, la motivation venait toute seule. Quand vous étiez confronté à des situations difficiles, j'imagine que voilà, ce rêve de voler vous accrochait à tout en fait. J'ai jamais changé ma technique de travail depuis que je suis étudiant. Je me suis jamais fixé d'objectif vraiment. C'est pas un objectif qui m'a tiré, c'était un boulot. Je l'ai toujours vu comme un boulot que j'ai à faire. Bon, la finalité c'était de voler, mais ni dans la chasse à tout prix, ni dans le transport à tout prix. J'avais choisi le chemin qui me semblait le plus intéressant, sans me focaliser sur le chemin. Toujours pareil. J'avais décidé de rentrer dans l'armée. C'était celui qui s'est présenté le plus facilement, le plus naturellement. Et à partir de là, il n'y a pas eu de moment difficile. J'avais un boulot à faire que je faisais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas tenter la carrière militaire parce que ça leur paraissait trop difficile, trop contraignant, trop contraignant, trop difficile, pas assez de réussite aux examens. Enfin, bon, je me suis jamais posé ce genre de questions. Je me suis dit, il faut que j'apprenne des bouquins, je vais apprendre mes bouquins, il faut que je récite ma leçon, je récite ma leçon. Un bon militaire avant l'heure, peut-être. Et puis c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, que ça soit pour obtenir des tests en vol, des qualifs ou des titres en voltige. Je me suis jamais focalisé, c'est jamais le podium qui m'a tiré parce que je voulais absolument monter sur la première marche, c'était le chemin qui y mène qui m'intéressait. Et sans regarder trop loin, je regardais à 2 mètres devant moi. Il faut que je fasse ça maintenant, je fais ça maintenant. Et puis ça finit par payer. Ça a fini par bien payer d'ailleurs. D'accord. Justement, on pourrait parler de vos titres peut-être. Ça a été... Voilà, j'en ai accumulé quelques-uns, dont je suis assez fier d'ailleurs. Ça a mis du temps à venir, puisque j'ai intégré l'équipe de voltige en 2002, après 12 ans passés dans les forces, donc dans un domaine un peu plus opérationnel. Là, je quittais vraiment les opérations militaires pour faire de la représentation. Le côté aviation légère me plaisait. Le côté représentation me plaisait. Et j'avais l'impression que c'était là-dedans que je pouvais m'épanouir, que je voyais le maximum de potentiel pour mon épanouissement propre. Et là, ça a été, c'est très dur puisqu'on est confronté à de la compète, on revient dans le monde civil. En tant que militaire, on jouit d'une aura assez importante et on va se remettre en compétition par rapport à des jeunes pilotes dans la même catégorie. Et là, on n'a pas le droit de se marcher dessus, donc la pression elle est assez élevée. Exactement. Et puis il faut l'absorber. Et puis normalement avec notre passé, on devrait pas trop se poser de questions, ça marche généralement. Et voilà, j'ai travaillé, j'ai bénéficié de l'instruction de mes prédécesseurs, Patrick Paris, Coco Bessière, que vous connaissez sans doute, et de tous les voltigeurs en gros de l'équipe de France de l'époque. Puis voilà quoi. C'était des personnes qui vous inspiraient, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui.
l'idée de rentrer et de faire de la voltige dans l'armée, c'est venu assez tard finalement. Jamais il m'était venu à l'idée de faire de la voltige, hein. J'étais dans les avions en fer un peu plus puissants. Je faisais un peu d'aéroclub dans un but pas utilitaire, mais dans le but de voyager. J'aimais bien voyager en avion. J'aime toujours ça d'ailleurs. Et l'idée de me mettre à la voltige, c'est assez bizarre parce que elle vient d'un collègue que j'avais à Tours, un bon collègue qui est maintenant d'ailleurs mon track analyste dans mon équipe Red Bull. C'est François Hahn qui a vu passer une prospection alors qu'on était instructeur à Tours. Il a vu passer une prospection pour l'équipe de voltige. Et il s'est demandé s'il allait y aller. Puis comme c'est un gars intelligent et qui fait des bons choix dans la vie, je me suis dit, s'il s'y intéresse, c'est que ça doit pas être mal. Et il a laissé passer la prospection. Il n'y a pas répondu. Et on en a parlé un peu. Il m'a dit non, finalement, je suis trop jeune pour partir. Je vais continuer à Dijon, etc. La prospection est repassée. Moi, j'ai saisi l'opportunité et j'ai réussi à y entrer. Et ce que je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment passé 12 années au sein de l'équipe de voltige absolument formidable. Je me suis toujours dit, j'ai mesuré chaque matin en allant au boulot la chance que j'avais de pouvoir faire ça. Donc il faut se montrer digne de cette chance, hein. Quand on a un bon job comme ça, eh ben, il faut honorer sa position et je pense que c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai l'impression d'avoir bien travaillé. Je suis très satisfait de ce que j'ai accompli dans l'armée de l'air. Et ce rôle d'ambassadeur au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, comment est-ce que ça se passe dans les premiers mois? J'imagine qu'il y a une petite pression médiatique, on va attendre de la rigueur de votre part, comment ça se passe? Ça, la rigueur, normalement, c'est acquis. Nous sommes professionnels, on se pointe sur des meetings aériens, on se doit d'être irréprochable, mais tant dans le comportement au sol que dans le comportement en vol. Voilà. Néanmoins, à l'équipe de voltige, on a toujours eu le souhait de rester accessible par rapport aux gens chez qui on allait en meeting, parce qu'on pratique la même aviation, la petite aviation, donc on fait les mêmes choses. Nous, on essaie de le faire d'une manière professionnelle, tout en restant d'un abord accessible. Donc, mais je pense que ça marchait bien, parce que on en a fait des meetings, hein, sur les petits terrains, ça continue, les gens sont généralement très heureux de nous accueillir, donc c'est la plus grande des récompenses, ça. Quand les gens sont contents, on est vraiment content. C'est la satisfaction. Voilà, du boulot bien fait. J'avais une question par rapport à votre passage à l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Quand vous êtes rentré dans l'équipe, vous aviez jamais fait de voltige, à part bien sûr votre formation de pilote de chasse, mais... Alors la voltige qu'on fait oui. dans l'armée de l'air en formation n'a pas grand chose à voir avec celle qu'on fait en compétition. Et non, j'avais jamais fait de voltige. J'avais fait quelques vols en 4-10, ouais, en aéroclub à Dijon, mais je ne connaissais pas le monde de la compétition civile. Non. Et du coup, pour la saison d'après, vous avez commencé les démonstrations après juste... Ah non, c'est beaucoup plus long. D'accord. En fait, entre le moment où on entre dans l'équipe de voltige et le moment où on se produit en meeting, il faut attendre au moins 2 ans. Ok. Par contre, on commence les compètes d'entrée. Ouais. Il faut qu'on ait assez d'expérience pour pouvoir se produire en toute sécurité. Oui, c'est assez logique. Voilà. Très bien. Et ensuite, donc, vous êtes à la retraite de l'équipe de voltige et donc vous êtes rentré dans l'équipe de Red Bull. Comment s'est passée la transition entre la voltige et la course maintenant plutôt? Oh bah elle s'est dans les faits, elle s'est bien passée. En fait, après en 2013, lorsque j'ai gagné mon titre de champion du monde, Red Bull m'a ressollicité dans la foulée pour faire un stage de qualification. J'en avais déjà fait un en 2008 qui m'avait récompensé par la super licence, mais dont j'avais jamais pu me servir en course parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi à l'époque. En 2013, me revoilà de nouveau à participer à des événements de Red Bull. Et en 2014, j'ai été sélectionné pour faire mes premières courses en Challenger, alors que j'étais encore dans l'armée. Okay. Alors la chance que j'ai eue, c'est que je pouvais cumuler, en étant en dernière année de mon contrat militaire, je pouvais cumuler une autre activité. Donc j'ai pu jouer sur les 2 tableaux en 2014 et continuer la voltige au sein de l'armée de l'air et faire les courses Red Bull. Et lorsque j'ai pris ma retraite fin 2014,
J'ai été 12 heures en retraite, je crois. Voilà. Je suis parti de la base en ayant rendu mes affaires. J'ai attendu 12 heures et le lendemain, Red Bull m'appelait pour me dire qu'ils allaient contracter avec moi une saison, la saison 2015. Donc, ça c'est. Donc j'ai pas eu à attendre, hein. Il n'y a pas eu d'attente, ça s'est très bien passé. En revanche, après, l'accès au monde civil a été est un peu plus délicat parce que voilà, moi j'ai été très très bien dans l'armée pendant très longtemps. On s'est bien occupé de moi, on m'a fourni toute l'assistance dont j'avais besoin pour remplir ma mission. Et là, d'un coup, c'était à moi de me servir de ma propre tête pour tout organiser et pour tout faire fonctionner du mieux que je pouvais. Et là, c'est pas la même, parce qu'on passe d'un statut de gouverner à celui de gouvernant, quoi. Donc, il y a tout à apprendre. Je continue à apprendre. Il va me falloir du temps avant de faire tourner ma boutique correctement. Ouais, parce que j'imagine que c'est créer une équipe, trouver des partenaires. Il y a de la logistique derrière tout ça. C'est énormément de logistique. C'est créer une équipe, mais dans l'urgence, parce que entre le moment où j'ai été prévenu qu'il fallait que je sois prêt pour la saison 2015, j'avais que 2 mois. Donc 2 mois pour acheter un avion, trouver des membres d'équipe, c'est vraiment très peu. Et donc ça a été un peu bancal la première année. Ça a bien marché au regard du temps dont je disposais, mais c'était nettement perfectible. Là maintenant, je commence à trouver un rythme un peu plus sympathique, il y a plus de gens dans l'équipe, on répartit mieux les tâches et ça marche un petit peu mieux. Et ça marchera encore mieux à l'avenir. Normalement, on fait tout pour que ça marche mieux. Ça a toujours, mais là c'est plus loin à venir qu'à l'accoutumée quand même. Ouais. Le succès et la satisfaction sont plus longs à venir que d'habitude. Ouais. Donc, le début de saison a bien commencé quand même. Le début de saison, la première course à Abu Dhabi a été assez. C'était super, on la suivait ensemble au sein de nos écoles. Voilà, bon. C'est un résultat qui n'est pas uniquement lié à ma performance, hein, il faut en être conscient. Mais j'ai bien appliqué le règlement du jour et j'ai été un des seuls à pas sortir ni du tracé, ni des limitations en facteur de charge. Donc les règles sont les mêmes pour tout le monde. Je m'en suis bien tiré. Mais ça vient pas de la vitesse de l'avion ni de mes perfos à moi. Hein. Et là, vos objectifs pour la fin de l'année et pourquoi pas les années à venir sont lesquels? C'est de mettre en place un fonctionnement qui me permette vraiment de me sentir à l'aise en compétition. Ce qui commence à venir d'ailleurs, parce que maintenant je commence à avoir tous les outils dont j'ai besoin pour moi partir en vol en étant confiant et relaxé. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre s'occupe de l'organisation et la mise en œuvre de l'avion. Quelqu'un s'occupe vraiment de la pensée tactique. C'est-à-dire que c'est pas moi qui analyse les données du vol précédent, c'est pas moi qui vais penser, parce que j'ai pas le temps de le faire tout simplement, donc quelqu'un le fait pour moi. Moi j'ai plus qu'à digérer le résultat de ses travaux, ce qui est bien, et puis j'ai quelqu'un qui est là pour me préparer mentalement. Voilà, je bénéficie de tout un pool, toute une équipe qui m'aide, qui me soutient. La logistique je m'en occupe pas, donc je me recentre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire penser au vol et voler. Tout à fait. Justement, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée typique, si des journées typiques vous avez ou pas? Il y a plein de journées typiques différentes. Donc la journée type, quelle serait-elle? Ça dépend à quelle saison on se situe. Mais par exemple, en ce moment, l'avion est dans un container, donc j'y ai pas accès, donc je peux pas préparer l'avion. Tout ce que je peux préparer pour la compète, c'est moi. Donc 3 fois par semaine, c'est une semaine type, hein, plutôt qu'une journée type. 3 fois par semaine, je fais toute une matinée de sport. Ensuite, je retourne soit au bureau, soit je viens ici pour discuter le coup avec Philippe. Et autrement, c'est du travail de bureau. Trop de travail de bureau, malheureusement. Mais ça se mélange. Je fais de la compta, de la recherche de sponsors, de la gestion de projet, de l'élaboration de projets. J'essaye de penser à ce que je pourrais mettre en place pour m'améliorer moi, pour améliorer l'équipe. Puis je recherche des fonds. C'est un problème, c'est un problème connu, ça. Exactement, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, voilà. D'accord. Et donc quand vous avez votre avion, vous entraînez... Alors quand j'ai l'avion ici, la journée type, c'est venir très tôt ici. D'accord.
faire des essais en vol. Donc je prends l'avion, je vais tourner 10 minutes, je reviens, je balance mes impressions à Philippe, on effectue quelques réglages, je repars, je reviens, aux grandes dames des riverains d'ailleurs, parce qu'ils se plaignent des nuisances. J'essaye d'être discret, mais c'est pas facile. Et voilà, ça c'est la journée, c'est la journée quand on est en saison d'expérimentation ici. Et autrement, en course, c'est très très chargé. C'est beaucoup d'entraînement. Enfin, lorsque l'entraînement débute, on vole en gros 2 à 3 fois par jour, mais c'est pour rester seulement 3 minutes dans le track. Donc, pas beaucoup. Ça doit être fatigant quand même. Mais voilà, ce qui est fatigant, c'est le rythme imposé par les journées, quoi, par l'organisation. Il faut faire du média, il faut faire des réunions sur le futur projet, enfin le développement à long terme du projet de la course, s'occuper de son équipe, s'occuper de son avion, faire des tas de choses. Et de votre famille aussi, j'imagine. Parce que la vie de famille, ça doit pas être facile. La vie de famille, pour l'instant, ça va pas mal. Voilà. J'ai des journées de fonctionnaire pour l'instant. Je pars le matin au boulot et je reviens le soir. Assez tôt, si possible. Mais non, ça se passe bien de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, dès que le mois prochain va être difficile, parce que je m'en vais pendant un mois, parce que je vais d'abord faire la course au Japon et ensuite je vais coacher l'équipe australienne de voltige. Ah d'accord. Pendant 15 jours, donc ça va me faire m'absenter pendant un mois. D'accord. C'est intéressant comment ça s'est fait ce partenariat, oui, avec l'équipe australienne de voltige. Ça, c'est une passe en retrait d'un entraîneur bien connu, de Patrick Paris, qui a entraîné plus de la moitié des voltigeurs sur le circuit international à l'heure actuelle, je pense. Ils sont tous passés dans ses mains. Et bon, l'Australie, ça faisait une charge trop lourde à gérer pour lui. Hein. C'est trop d'équipes à gérer, à former en fait. Hein. D'accord. Elle est excessivement loin quand même. Donc il m'a demandé si je voulais bien m'occuper de ça. Moi je lui ai dit avec plaisir. Hein. D'abord, l'Australie m'intéresse déjà. Aller former des voltigeurs qui ont envie de grimper dans le classement, ça m'intéresse aussi. Et puis on verra bien. C'est vraiment une première pour moi. Hein. C'est mon premier coaching sérieux d'une équipe. Et on verra bien comment ça se passe. Je ferai de mon mieux. D'accord. Et les pilotes australiens, ils sont jeunes, ils ont de l'ambition? Je les connais pas encore. Je les connais pas encore. J'en connais un avec qui est mon interlocuteur privilégié, qui lui a de l'ambition. Les autres, je les connais Si, en fait, j'en connais 2 ou 3 autres que j'ai vus en compétition internationale, contre qui j'ai volé d'ailleurs, qui sont... il leur faut quelques explications encore pour appréhender la voltige moderne avec tout le sérieux qui s'impose. Voilà. C'est dans leur esprit, je pense que c'est encore trop loisir. Et la voltige, c'est vraiment en train d'évoluer vers quelque chose de très professionnel. Exactement. Maintenant. Et on peut plus l'aborder comme on peut pas prétendre faire des podiums ou être dans les 10 premiers si on l'aborde pas de manière quasi professionnelle. D'accord. Et pour l'aborder d'une manière professionnelle, il faut avoir quoi comme prérequis ou quoi comme volonté? Eh ben, il faut avoir la volonté de s'engager et de faire tout ce qu'il faut pour ouais, c'est beaucoup de discipline en fait. Hein. C'est du haut niveau. Le haut niveau, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller se confronter au meilleur de ce qu'on peut faire. On va aller chercher ses limites. Pour aller chercher ses limites, eh bien, il faut essayer de tout mettre en œuvre, de penser à tout, pour être dans les meilleures conditions pour aller chercher ses limites. Exactement. Donc ça passe par une discipline, une hygiène de vie, une hygiène mentale, une hygiène physique, de l'engagement. Il faut s'imposer de travailler tous les jours. Ça demande aussi un équilibre, j'imagine. Oui, bien sûr, un équilibre. L'équilibre, c'est le maître mot. En fait, il faut composer avec tout ce qu'on a pour essayer de gérer au mieux tous les différents leviers qui sont à notre disposition. Donc il faut pas se concentrer uniquement sur la force physique ou ou les heures de vol. Voilà, l'équilibre, c'est par définition, l'équilibre, c'est ce qui nous permet de tenir. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il existe d'autres structures dans le monde professionnel, un peu comme l'équipe de voltige de l'armée de l'air
Non. en voltige? Parce que j'allais dire, s'il faut justement être très discipliné et puis s'engager vraiment dedans, c'est peut-être difficile pour des civils d'arriver au haut niveau en voltige. Non, les civils y arrivent très bien à partir du Oui. moment où la volonté est là. À ma connaissance, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, c'est la seule unité de voltige professionnelle au monde. Il y a quand même des personnes qui s'en tirent très bien, hein, qui volent plus que l'équipe de voltige, hein, qui ont plus de moyens financiers, peut-être plus de facilité à voler. Mais nous, on a une méthode et une culture quand même très, très importante. Et on a l'esprit d'équipe, ce qui fait aussi la différence entre des entités individuelles qui s'entraînent toutes seules avec leurs idées à elles, sans jamais confronter leurs idées qui n'évoluent pas en fait. Regardez ce qui se fait ailleurs. Voilà. Nous, on a l'esprit d'équipe. On est concurrents au sein même de l'équipe, donc on regarde ce qui se fait, on voit ce qu'on peut prendre chez les autres, Exactement. et on se prend tous le meilleur les uns des autres. Donc en fait, pour l'individu, c'est un terreau très fertile et il s'épanouit très vite. Alors que quelqu'un qui est tout seul, qui a son idée et qui reste sur son idée, bon, s'il se tape la tête contre le mur, il va se la taper 1000 fois avant de changer, quoi. Exactement. Mais un civil, civil, je sais pas la différence, je l'ai jamais faite en compétition, on n'est ni civil ni militaire, enfin, statutairement nous le sommes, mais on voit pas la différence, quoi. Mais c'est pas le fait d'être militaire ça a des facilités, mais la discipline, ça n'a rien de, c'est pas dans telle ou telle institution, c'est quelque chose qu'on a en soi. Exactement. L'autodiscipline. Il faut de l'autodiscipline, c'est pas de la discipline, il faut de l'autodiscipline. Moi j'avais une question, je pense que tout le grand public doit se poser comme nous. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement quand vous êtes en vol? C'est de la douleur. Hein. Oui. Enfin, c'est un peu ce que ressent, j'imagine, un marathonien qui court ou un descendeur en ski. On est aux limites de ce qu'on peut faire physiquement, donc les sensations agréables du vol sont passées depuis bien longtemps pour entrer dans la douleur et dans une attention extrême je dirais pas que c'est quelque chose d'agréable à faire. Vraiment, aller se coller 10G pendant 5 minutes, c'est pas le côté plaisant. Ça, si on pouvait s'extraire des contraintes physiques, moi j'avoue que ça me plairait bien. Mais hormis la douleur, on a beaucoup de satisfaction quand on réussit à maîtriser son avion. Moi je résumais ça finalement. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour poser mon triangle, ce qu'on a au bout de l'aile là. Moi j'étais content quand je mettais le triangle exactement là où je voulais, avec le rythme que je voulais, et puis quand je redescendais du vol, l'entraîneur me disait c'est très bien, là j'étais vraiment très satisfait. Exactement. Mais non, les sensations agréables du vol sont dépassées à ce niveau-là. Les sensations agréables du vol en voltige, c'est les vols qu'on peut faire en aéroclub lorsqu'on découvre la voltige, quoi. Déjà, même pour un novice, c'est pas forcément agréable, mais il n'est pas besoin d'aller taper dans la voltige de haut niveau. Enfin, c'est même déconseillé si on veut éprouver du plaisir en vol. Exactement. La compétition, c'est complètement autre chose, que ce soit du vol, de la pétanque ou du saut à la perche. C'est plus pour le plaisir de pratiquer la discipline, c'est pour le plaisir d'aller faire de la compète. Exactement. La compétition. Voilà. Et qui est un plaisir quand même très peu évident sur le coup, hein. En compétition, personnellement, et pour en avoir discuté avec beaucoup de gens, on est souvent malade, rongé par le stress, et puis on se demande ce qu'on fait là. Mais ça doit être une passion par définition. Vous savez que la passion, étymologiquement, ça veut dire souffrir, quoi. Et donc voilà, on souffre énormément pendant qu'on le fait, mais si on le faisait pas, on souffrirait encore plus. Donc voilà, ça sera le thème du bac de philo de cette année. Et lors des courses des Red Bull Air Race, j'imagine que voler bas et vite, ça doit procurer des sensations de plaisir, j'imagine. Le plaisir est un peu plus évident dans ces conditions, ouais. Surtout en entraînement, parce que là, les contraintes physiques sont moins importantes. Après, lorsqu'il s'agit d'aller voler en course, le niveau d'attention et de stress est à peu près équivalent. Mais il y a quand même une dimension sensorielle vraiment plus intéressante. Quand on vole bas et vite et entre les obstacles, finalement, on réalise le fantasme de tous ceux qui volent, j'imagine. Enfin, je généralise un peu, mais lorsqu'on est très haut dans le bleu, on n'a aucune sensation. Lorsqu'on est très bas entre les obstacles, là, on en a plein.
Et on a, à mon avis, les vraies sensations du vol à ce moment-là. Il faut se méfier de ces sensations. Bon, celles-là sont suffisantes et puis il faut pratiquer beaucoup. C'est pas recommandé à tout le monde, disons. Et puis ça demande du temps avant d'atteindre un Voilà, niveau comme ça. il faut des conditions quand même particulières avant de faire ça. C'est plaisant, mais il faut un cadre bien défini avant de s'y jeter. C'est ça. Parce que ça paye à tous les coups du point de vue de la sécurité. Hein, La sécurité avant tout. on sait que quand on descend et qu'on va se mettre en danger pour avoir des sensations, et ben, une fois sur 10 peut-être, ça se termine mal. Donc voilà, restons prudents. Donc maintenant, on aimerait savoir ce que vous ressentez en étant parrain de cette 30e édition d'Air Expo, les meetings aériens organisés par des étudiants de l'ENAC et de l'ISA et Super-Héros. Eh bien, être choisi comme parrain pour cette édition d'Air Expo, ça m'a d'abord vraiment surpris, parce que j'y aurais pas pensé moi-même. Et puis, pourquoi pas, l'idée est plaisante, je suis très flatté d'avoir été choisi. Je sais que j'ai fait 3 ou 4 éditions d'Air Expo, mais du côté pilote. C'était une manifestation qu'on aimait bien, à laquelle on aimait bien aller parce que c'était sympathique et puis amusant, le site est sympa. Bon, il y avait quand même un problème, c'est que c'est très mal orienté pour la présentation en vol. Parce que le public en prend le soleil, mais bon, mis à part ça, du point de vue pilote, c'était vraiment sympa à faire. Donc c'est avec joie que je m'associe à votre édition. Est-ce que le fait de travailler entre guillemets avec des étudiants vous dérange, vous surprend? Ah bah non, au contraire, moi je pense que j'aime mieux ça en fait. Oui. Parce que j'aime bien les idées jeunes et nouvelles. Et non, moi j'ai jamais eu de problème avec les générations qui poussaient. Parce que c'est le cours normal des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les générations qui poussent. Je pense que le bizutage finalement c'est issu de ça. Vous savez, hein, comme dans la troupe des babouins, hein, les mecs qui sont à la tête, ils veulent pas que les petits jeunes qui arrivent leur prennent leur place. C'est leur problème. Moi j'ai toujours trouvé ça, ça fait partie du cours normal des choses. Et vous êtes la génération de demain, celle qui me paiera mes retraites, donc plus vous êtes intelligent et plus vous êtes efficace, meilleure sera ma retraite, j'espère. Et selon votre point de vue, Air Expo, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour nos futures carrières? Alors déjà, je trouve que c'est admirable d'avoir le courage d'organiser un meeting aérien, vu les circonstances de plus en plus difficiles, j'imagine. Donc ça vous demande du temps et de l'énergie, et je trouve ça très bien que cette tradition perdure. C'est beaucoup de boulot. C'est très bien pour... c'est un honneur pour notre culture aéronautique française qui est, je pense, de mon point de vue, complètement chauvin, hein, bien sûr, mais la plus belle du monde. Moi, j'ai toujours eu conscience d'être vraiment un produit de cette culture aéronautique. Je suis pas... vous disiez tout à l'heure, un grand pilote. Non, je suis issu de toutes ces connaissances, cette connaissance séculaire maintenant. Donc j'en ai profité et je trouve ça très bien que vous la fassiez vivre et que vous lui donniez un espoir en fait. Je trouve ça vraiment très bien. Si on a des domaines dans lesquels on est bon, l'aéronautique en fait partie et il est vraiment bien qu'on le fasse fructifier, qu'on continue à le développer et que vous y ameniez vos idées nouvelles. Donc, bravo. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et écoutez, nous vous remercions pour cette interview et donc on se retrouve le samedi 21 mai. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. De rien, avec plaisir. Tout le plaisir est pour